Bonjour, je m'appelle Marc. J'ai 27 ans et j'habite dans un quartier calme, un peu à l'extérieur d'Annecy. Je travaille de chez moi en concevant des interfaces d'applications et des sites web pour gagner ma vie. Ce n'est pas particulièrement glamour, mais ça paie les factures et honnêtement, j'aime bien le calme. J'ai emménagé ici il y a environ 4 ans, louant une petite maison de 2 chambres sur un terrain d'angle. Des arbres, des oiseaux, le même facteur tous les matins. Tout est très normal. Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Mais cette histoire ne parle pas de mon travail ou de ma maison. Elle parle de ma voisine. Son nom est Sophie. Elle habite dans la maison juste à côté de la mienne. Seule une clôture en bois sépare nos jardins. Elle a probablement 39 ans, je pense. Je ne suis pas doué pour deviner les âges, mais elle porte sur elle le poids de son vécu et en parle peu. Pendant des années, nous nous sommes à peine parlé. On se faisait un signe de tête quand on arrivait dans nos allées en même temps, ou on se disait peut-être bonjour quand on se croisait près des boîtes aux lettres. C'est tout. Elle a toujours été polie, mais distante. Le genre de voisine avec qui on n'a jamais de problème, mais qu'on ne connaît jamais vraiment. Cela ne me dérangeait pas. J'étais occupé avec mon propre travail. Quelques rendez-vous qui ne menaient à rien de temps en temps, mon podcast et mes stupides plantes d'intérieur. Je pensais qu'elle aimait simplement sa tranquillité. Beaucoup de gens sont comme ça. En tout cas, tout a commencé il y a environ 2 mois. C'était un jeudi soir, l'un de ces débuts de soirée de printemps, où il fait juste assez chaud pour s'asseoir dehors sans geler. Je venais d'arroser les plantes de ma terrasse, oui je sais, mes plantes, et je m'apprêtais à rentrer quand je l'ai vue. Sophie était assise sur une chaise dans son jardin près de la clôture, seule. Pas de livre, pas de téléphone, pas d'écouteurs, pas même de boisson au début, juste un regard dans le vide. Elle semblait presque figée. Je l'ai observée un instant, ne voulant pas paraître bizarre, mais quelque chose n'allait pas. Je ne l'avais jamais vue comme ça. D'habitude, elle avait des écouteurs ou lisait. Elle semblait être quelqu'un qui maîtrisait bien ses pensées. Mais là, c'était différent. Puis j'ai remarqué la bouteille de vin rouge. Elle semblait déjà à moitié vide. Elle se servait un autre verre lentement, comme si elle réfléchissait à quelque chose de lourd. Le genre de mouvement que l'on fait quand le corps est là, mais que l'esprit est ailleurs. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Peut-être l'instinct, ou peut-être que je ne pouvais juste pas supporter de la voir si seule. Je me suis approché du bord de ma terrasse et j'ai appelé doucement. « Tout va bien de l'autre côté ?» Elle a tourné sa tête lentement vers moi. Aucune émotion, ni colère, ni tristesse, juste de la fatigue. Ses yeux semblaient lointains, comme si elle n'avait pas dormi correctement depuis des jours. Nous avons gardé le contact visuel pendant peut-être 3 secondes. Puis elle a hoché la tête une fois, à peine perceptible, s'est levée sans un mot et est retournée dans sa maison, laissant la bouteille et le verre à moitié plein sur la table. Je suis resté là quelques instants, fixant la clôture entre nous. J'avais vu cette promenade de la chaise à la porte coulissante en verre des centaines de fois, mais cette fois, c'était différent. Comme si j'avais jeté un coup d'œil sur une vie que j'avais complètement mal interprétée. Je suis rentré, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Quelque chose dans sa façon de bouger, le silence, le vin, la façon dont elle m'a regardé, cela m'est resté en tête. Je ne voulais pas en faire une grande histoire. Ce n'était pas romantique ou quoi que ce soit, juste humain. Il y avait quelque chose de triste, quelque chose de non dit. Le lendemain, j'ai pensé à aller la voir, juste frapper et dire « Hé, j'espère que tu vas bien ». Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ce serait bizarre. Elle ne me devait rien. J'étais juste le gars d'à côté. Le samedi est arrivé. Je l'ai vue sortir ses poubelles et rentrer chez elle sans regarder vers mon terrain. Le dimanche, la même chose. Écouteurs, sweat à capuche, la même expression distante. Mais ce jeudi soir, l'image d'elle assise seule avec le vin et le regard vide ne me quittait pas. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais vécu à côté d'elle pendant 4 ans et que je ne savais rien d'elle. Pas vraiment, pas encore. C'était exactement 5 nuits après cette soirée dans son jardin. Je me souviens de l'heure parce que j'avais mis en pause une série de détectives sans importance. Et j'avais regardé l'heure avant de me lever pour prendre une collation. Il était 22h42. Je n'étais pas encore dans la cuisine quand j'ai entendu frapper. 3 coups doux, pas urgents, pas agressifs, mais pas occasionnels non plus. J'ai hésité. Personne ne frappe à ma porte si tard, et je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a fallu une bonne seconde pour réaliser qui était là. Sophie, dans un sweat à capuche gris trempé par la pluie, ses cheveux mouillés collaient à son visage, pas de maquillage, ses yeux étaient rouges, mais pas de pleurs, plutôt d'épuisement. Elle n'a pas dit bonjour, n'a même pas essayé de sourire. Elle m'a juste regardé et a dit calmement « Désolé de te déranger, je ne savais pas qui appeler d'autre.
Cette phrase à elle seule m'a déstabilisé. Nous nous connaissions à peine. Nous n'étions pas amis. Elle aurait pu appeler n'importe qui. Une amie, un service de VTC, bon sang, même un taxi. Mais elle était là, sur le pas de ma porte, sous la pluie, la nuit. Puis elle a ajouté « Mon père est à l'hôpital. Il a eu un AVC. » J'ai cligné des yeux, incertain de ce que je devais dire. « Tu veux entrer ?» Elle a hoché la tête légèrement et est entrée sans un mot de plus. Elle s'est tenue juste derrière la porte, dégoulinant sur le paillasson, son téléphone à la main comme si c'était son encre. Elle ne tremblait pas, mais son corps était tendu, comme si chaque muscle était maintenu par la seule habitude. Je lui ai offert une serviette, et elle l'a prise en silence, a séché son visage, a repoussé ses cheveux. Elle m'a dit qu'elle avait reçu un appel de l'hôpital il y a 20 minutes. Son père s'était effondré chez lui. Un voisin l'avait trouvé et avait appelé les secours. Il était en vie, mais inconscient. L'hôpital était à 30 minutes de route et elle ne voulait pas y aller seule. Je sais qu'il est tard. Je ne pouvais juste pas monter dans la voiture. J'ai couru jusqu'ici. Je lui ai dit que j'allais la conduire, sans hésiter. J'ai attrapé mes clés et ma veste, et nous sommes partis. La pluie ne s'est pas arrêtée. C'était une bruine constante et lourde qui faisait briller les rues comme du verre. Les essuie-glaces créaient un rythme lent qui remplissait le silence entre nous. Elle n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet, se contentant de fixer la fenêtre. De temps en temps, elle vérifiait son téléphone, mais il n'y avait pas de nouveaux messages. Au bout d'un moment, j'ai mis de la musique, des sons instrumentaux doux, juste en arrière-plan. Elle a regardé l'écran sur mon tableau de bord et a dit « C'est Arrival ». J'ai hoché la tête. « Tu connais, c'est l'un de mes films préférés. » C'était la première fois que je l'entendais parler de quelque chose de personnel. Je lui ai dit que c'était aussi l'un de mes favoris. Nous avons brièvement discuté de la façon dont la musique rend le film si émouvant, comment le silence en dit plus que les dialogues. Elle a dit quelque chose comme « Parfois, le silence est la seule chose qui semble honnête. » Nous sommes arrivés à l'hôpital, le centre hospitalier Annecy-Genevois, peu avant minuit. Elle m'a demandé d'attendre dans la voiture au cas où elle aurait besoin de rentrer rapidement. Je lui ai dit que je serais là. Elle est entrée, son sweat à capuche encore humide, son téléphone serré dans une main. Je l'ai vue disparaître derrière les portes coulissantes en verre, les épaules légèrement voûtées, comme si elle se préparait à quelque chose de pire que ce qu'elle savait déjà. Je suis resté là pendant peut-être 30 minutes, sans toucher mon téléphone, fixant simplement le parking mouillé. Les lumières au-dessus jetèrent des reflets sur le sol. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais que je devais être là. Pas pour une récompense, pas pour être un héros, juste pour être là. Elle est revenue, les mains dans les poches, n'a rien dit pendant une seconde, s'est assise dans la voiture et a regardé droit devant elle. Puis, enfin, il est stable. Sa voix s'est brisée légèrement sur le mot « réveillé ». Ils ne savent pas s'il se réveillera, mais il est stable. Elle a pris une grande inspiration. Je pensais que je ne pleurerais pas, mais je l'ai fait. C'est tout ce qu'elle a dit avant de redevenir silencieuse. Je n'ai pas demandé de détails. J'ai démarré la voiture et je l'ai ramenée chez elle. Quand nous sommes arrivés, je l'ai accompagnée jusqu'à sa porte. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Merci d'avoir conduit, de ne pas avoir posé 1000 questions. » J'ai haussé les épaules et j'ai dit « Parfois c'est la meilleure aide. » Elle m'a regardé longuement, pas vraiment un sourire, mais quelque chose qui s'en approchait. Puis elle a ouvert sa porte et est entrée. Je suis resté debout sur son porche pendant quelques secondes avant de rentrer chez moi. À l'intérieur, je me suis assis sur mon canapé et j'ai essayé de regarder ma série, mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser à la façon dont elle avait dit « Je ne savais pas qui appeler d'autre ». Après 4 ans en tant que voisin, des centaines de petits bonjours, des dizaines de hochements de tête dans l'allée. C'était le premier vrai moment que nous avions jamais partagé. Et j'avais ce sentiment étrange, celui qui se loge profondément dans la poitrine et ne part pas, que quelque chose venait de changer entre nous. Quelques jours s'étaient écoulés depuis cette nuit, le trajet, l'hôpital. Sophie sortait à peine de chez elle. Je voyais la lumière dans sa cuisine tard le soir, mais rien pendant la journée. Pas de promenade, pas de poubelle sortie, rien de visible. Elle avait disparu dans son espace et une partie de moi se demandait si j'étais allé trop loin en l'aidant. Peut-être qu'elle regrettait d'être venue me voir. Je me suis dit sans cesse que je devais arrêter de trop réfléchir. Nous n'étions pas amis. Elle ne me devait rien, mais je mentirais si je disais que je n'étais pas un peu curieux, et peut-être plus que curieux. Puis, un mercredi après-midi, je traînais un sac poubelle jusqu'à la poubelle quand j'ai entendu sa porte grincer. Je me suis retourné. Elle se tenait dans sa porte. Un jogging, un t-shirt en jean oversized, les cheveux attachés en arrière, pas de maquillage, l'air plus clair, comme si elle avait mieux dormi qu'avant. Elle a levé la main pour faire un petit signe de la main et a dit
Hé, tu veux entrer pour un café? Je n'ai pas hésité. Bien sûr, c'était la première fois que j'entrais chez elle. C'était chaud, pas seulement en température. La lumière était douce, naturelle. Quelques bougies brûlaient dans la cuisine, même s'il faisait grand jour. Ça sentait la cannelle ou le girofle. Les murs étaient bordés de livres, des reliés, des de poche, certains visiblement très lus, avec des dos pliés. Dans le coin du salon, il y avait un vieux tourne-disque avec une petite pile de vinyles. Des albums de Bon Iver, Johnny Mitchell, Sufjan Stevens. Je me suis dit que rien de tout cela ne correspondait à la femme silencieuse que je croyais connaître. Nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine. Elle nous a versé du café à tous les deux. Sans lait, sans sucre, juste fort et noir. Nous avons siroté en silence un instant. Puis elle a juste dit, comme ça, « Je suis venue ici avec mon mari. » Elle a tapoté la table. Nous avons acheté cette maison ensemble il y a 7 ans. Il est mort il y a 5 ans. Sa voix était calme, contrôlée. Elle n'essayait pas d'être dramatique. On avait l'impression qu'elle énonçait simplement des faits, une partie de l'histoire qu'elle avait gardée enfermée la plupart du temps. J'ai hoché la tête, sans la brusquer, et elle a continué. Elle n'avait été mariée que 2 ans quand il est mort. Crise cardiaque soudaine, 36 ans. Aucune alerte. Elle était rentrée à la maison après un voyage de travail d'un week-end et l'avait trouvé effondré dans la cuisine. Les ambulanciers ont dit qu'il était mort depuis des heures. Je ne savais pas quoi dire. Je ne le sais toujours pas. Il n'y a pas de script pour ça. Elle a pris une autre gorgée de café. J'ai arrêté de parler à mon père après ça. J'ai levé les yeux. Il m'a traité de faible parce que je ne tenais pas le coup. Elle a ri amèrement une fois. Il a dit que je faisais honte à la famille. Puis elle s'est levée, est allée dans le salon et a pris une vieille photo sur une étagère. Elle me l'a tendue. Son père, posture rigide, uniforme militaire, pas de sourire. C'était un bon soldat, mais pas un bon père. Elle s'est rassise. Quand je lui ai dit que je ne voulais pas d'enfant, pas après avoir perdu mon mari, il a dit que j'étais égoïste, que je le regretterais, qu'aucun homme ne voudrait d'une femme brisée qui ne veut pas de famille. J'ai regardé la photo, puis elle. Il a l'air d'un idiot. C'est sorti avant que je puisse l'arrêter. Elle a semblé surprise, puis elle a ri. Un vrai rire. Oui, il l'était. Elle s'est adossée à sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine. Je ne voulais pas te faire porter tout ça. Elle a fait une pause. Tu n'as pas fui quand je suis venu frapper à ta porte l'autre nuit. La plupart des gens l'auraient fait. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose qu'il fallait fuir. Il y a eu un long silence. Elle a regardé par la fenêtre. Son jardin était encore mouillé par la pluie du matin. Quelques merles picoraient dans l'herbe. Je pensais que le silence était une force, a-t-elle dit, que le fait de garder les choses en moi me rendait plus forte. Mais dernièrement, je pense que ça ne fait que me rendre plus seule. Cette phrase est restée en moi. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela, nous sommes juste restés assis. Le genre de silence qui n'est pas gênant, juste présent. Avant de partir, je l'ai aidée à porter une boîte de livres au sous-sol. Elle m'a remercié, disant qu'elle n'avait pas touché à cette boîte depuis les funérailles. À la porte, je me suis retourné et j'ai demandé « Tu vas bien ?» Elle m'a regardé dans les yeux. Aujourd'hui, je pense que je pourrais aller bien. Ce soir. De retour chez moi, je n'ai pas mis de série. Je n'ai pas défilé sur mon téléphone. Je me suis juste assis et j'ai pensé à sa voix quand elle a dit cela, à combien de fois je l'avais croisée, lui avais fait un signe de la tête et ne lui avais jamais demandé qui elle était vraiment. J'avais vécu à côté de Sophie pendant 4 ans et en un après-midi, j'ai appris plus sur elle qu'en toutes ces années réunies. Ce n'était pas un grand tournant. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous n'avons pas flirté. Nous ne sommes pas soudainement devenus les meilleurs amis du monde, mais quelque chose s'est ouvert, une porte entre nous qui n'existait pas auparavant. Et je savais que si elle m'invitait à nouveau, j'irais sans hésiter. 1 semaine s'était écoulée depuis cette conversation dans sa cuisine, quand j'ai reçu un message d'un numéro inconnu pendant un appel avec un client. C'était court. J'ai fait du thé. Si tu as le temps, le jardin est ouvert. Sophie. Pas d'emoji, pas de fioriture, juste son style. Direct, minimaliste, sans phare. J'ai attrapé une veste et je suis allé la voir sans réfléchir. Son jardin n'avait rien de spécial. Une table en bois patiné, quelques chaises dépareillées et quelques plates-bandes qui semblaient ne pas avoir été entretenues depuis un moment. Mais l'air sentait les herbes fraîches. Une bougie brûlait au milieu de la table. Une de ces grosses bougies qui devaient venir d'une petite boutique, pas d'un supermarché. Elle était déjà assise quand je suis entré par le portail. « Salut », a-t-elle dit. Sa voix était plus douce que d'habitude. J'ai hoché la tête, me suis assis en face d'elle. Elle a versé du thé d'une carafe en verre, de la camomille, sans sucre, sans citron, juste chaude et claire. Nous ne nous sommes pas lancés tout de suite dans des conversations profondes. Ce n'était pas son style.
Et je n'ai jamais essayé de le forcer. Nous avons parlé de la météo, de sa plante de basilic qui ne voulait pas pousser cette année, de ma tentative ratée de monter un bureau debout. Pourtant, quelque part dans les moments de silence entre les gorgées, quelque chose a changé. Elle s'est ouverte lentement mais librement, comme si elle n'avait pas besoin de se protéger dans cet espace, comme si la clôture entre nos maisons n'avait plus d'importance. Elle a parlé du jardin. C'est lui qui a planté tout ça, a-t-elle dit en montrant les plates-bandes derrière nous. Nous nous asseyions ici tous les samedis. Il buvait du mauvais café, je buvais du thé, et nous nous disputions à propos de la musique. Elle a souri, mais c'était un sourire lourd, comme un souvenir qu'elle gardait près d'elle et avec précaution. C'était un jardinier affreux, a-t-elle ajouté en riant, mais il adorait essayer. Ce romarin, il s'est assis dessus une fois par accident et a détruit toute la plante. Je le taquine encore avec ça quand je suis dehors. Après cela, elle est devenue silencieuse. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Elle n'avait pas besoin de réconfort, juste d'espace. Puis elle a dit quelque chose qui m'a un peu fait sursauter. Tu sais, je pensais que je serais l'une de ces femmes qui se remarient rapidement, comme dans les livres. Elles pleurent, elles guérissent, puis elles retombent amoureuses. Mais j'ai juste cessé de... Elle a regardé son thé un instant avant de continuer. Les gens disent que le temps guérit, mais ils ne te disent pas qu'il te fait aussi oublier à quoi ressemble l'intimité. Après un moment, tu commences à croire que tu ne devrais peut-être plus en avoir. J'ai voulu dire quelque chose d'honnête, mais tout ce qui m'est venu à l'esprit fut, je pense que l'intimité ne fait que changer de forme. Elle ne disparaît pas, elle se cache. Elle m'a regardé. Vraiment? Tu n'es pas comme la plupart des gens que je connais. C'est probablement une bonne chose. J'ai souri. Elle a ri à nouveau. Le même rire non filtré que la dernière fois. Cela ne m'a pas pris au dépourvu parce qu'il était fort ou étrange, mais parce qu'il semblait vivant. Après cela, il y a eu un silence, mais un dans lequel on s'installe, pas un qu'on veut briser. Elle s'est levée et est revenue avec 2 verres de vin rouge. Ne sois pas trop enthousiaste, a-t-elle dit. Celui-là vient de la station-service. Parfait, ai-je répondu. Nous avons trinqué. Ce soir-là, nous avons parlé plus qu'en toutes les semaines précédentes réunies. Rien de dramatique, juste vrai. Je lui ai parlé de ma dernière relation, de comment elle s'est terminée. Pas par une dispute, mais par le silence. Comment j'ai passé des mois à faire semblant que tout allait bien juste pour éviter le moment où ce ne serait plus le cas. Elle a parlé de son déménagement à Annecy, de comment elle a failli vendre la maison après la mort de son mari, mais a décidé de rester parce qu'elle n'était pas encore prête à laisser partir les souvenirs. Tout le monde te dit d'aller de l'avant, a-t-elle dit, mais personne ne te dit où exactement tu es censé aller. Alors que le ciel s'assombrissait, nous avons glissé par inadvertance vers des sujets plus lourds. Elle m'a demandé si je me sentais jamais seule en travaillant de chez moi. Je lui ai demandé si elle s'était déjà sentie invisible dans son propre quartier. Elle a dit « Oui, c'est le cas ». À un moment donné, j'ai remarqué qu'elle avait rapproché sa chaise un peu plus de la mienne. Pas de manière flagrante, juste assez pour réduire la distance entre des voisins et des personnes qui se voient. Et puis il y a eu le moment que je n'oublierai probablement jamais. Elle m'a regardé, a posé son verre et a dit « Tu sais ce qui est drôle? Tu as vécu là-bas pendant 4 ans et je pensais que tu n'étais qu'un gars avec des écouteurs. » J'ai levé un sourcil. « Et tu étais la femme avec tous les paquets Amazon et le chat qui n'est jamais apparu. » Elle a souri. « Je n'ai même pas de chat. » Exactement. Nous avons ri tous les deux. Puis elle a dit doucement « J'aime bien ça, parler. J'avais oublié ce que ça faisait. » J'ai hoché la tête. Moi aussi. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous n'avons pas flirté. Il n'y avait pas de musique dramatique. Juste 2 personnes assises à une table en bois sous des guirlandes lumineuses, partageant du silence et des histoires comme si elles redevenaient importantes. Je suis parti quand la bougie était à moitié consumée. Elle m'a accompagné jusqu'au portail, et nous nous sommes regardés pendant une seconde, avant de nous dire bonne nuit. Pas de promesses, pas de « à demain », juste assez. De retour chez moi, j'ai réalisé à quel point c'était étrange. J'avais passé des années à essayer de trouver la bonne personne pour des rendez-vous, à impressionner des femmes qui se souvenaient à peine de mon nom. Et maintenant, je pensais à une femme silencieuse et en deuil d'à côté, qui servait du vin de station-service et riait comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Et ça semblait plus réel que tout ce que j'avais eu depuis longtemps. C'était un samedi matin, tôt. Le ciel était nuageux et la rue était silencieuse. Pas d'enfants à vélo, pas de joggeurs, pas même le bruit des tondeuses à gazon. Juste ce calme qui vous donne l'impression que la journée n'a pas encore commencé. J'étais assis à mon bureau terminant un design pour un client. Le café à côté de moi était tiède, ma boîte de réception ouverte, de la musique douce en arrière-plan. Puis je l'ai entendu. 3 coups doux à la porte d'entrée. J'ai regardé l'heure. 7h13 du matin.
Je savais que c'était elle avant même d'ouvrir la porte. Sophie était là, toujours dans les vêtements de la veille au soir. Un jean, un pull, les cheveux dans une tresse lâche. Mais quelque chose était différent. Son visage était pâle, presque sans expression. Dans ses mains, elle tenait une enveloppe marron. Elle n'a pas attendu que je dise quelque chose. Mon père est mort ce matin, a-t-elle dit. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas tressailli. Elle l'a juste dit comme si c'était un fait qui n'avait pas encore coulé. J'ai ouvert la porte plus grand. Entre. Elle est entrée et s'est assise sur le bord de mon canapé, l'enveloppe toujours dans ses mains. C'était vers 4h30, a-t-elle dit. Ils ont appelé. Ils ont dit qu'il était stable la nuit dernière. Ils ont dit que je n'avais pas besoin de venir. Puis ils ont rappelé 2 heures plus tard. Je me suis assis en face d'elle. J'ai attendu. Il ne s'est pas réveillé, a-t-elle dit. Je n'ai jamais vraiment rien dit. Pas correctement. Mais la semaine dernière, j'étais là, assise avec lui pendant 1 heure. Je lui ai dit que je lui pardonnais, que je ne le détestais pas. Elle m'a tendu l'enveloppe. J'ai hésité. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Ses affaires, a-t-elle dit. Des documents, sa carte d'identité, une photo de ma mère et une lettre pour moi. Je ne l'ai pas encore ouverte. Elle a ramené l'enveloppe sur ses genoux. Je ne suis pas encore prête. J'ai hoché la tête sans insister. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Un silence avec du poids, pas de la tension. Puis elle a dit « Je ne sais pas pourquoi je suis venue ici. Je ne voulais pas être seule, mais je ne voulais pas être avec quelqu'un d'autre non plus. » Je me suis levé, j'ai versé du café frais pour nous deux, je suis revenu et je lui ai tendu une tasse. Elle l'a prise, l'a entourée de ses mains, comme si elle voulait réchauffer quelque chose en elle. « Je te conduis à l'hôpital plus tard ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « J'ai déjà tout signé. Ils le gardent à la morgue jusqu'à lundi. Ensuite, je ferai les arrangements. » Elle avait l'air épuisée mais claire, comme si son cerveau avait déjà 5 étapes d'avance sur ce qu'il fallait faire ensuite. Pourtant, elle m'a surpris. « Je dois partir d'ici pour un moment, » a-t-elle dit. « Juste quelques jours. Je pensais aller à la côte, peut-être Saint-Malo ou Honfleur. » J'ai hoché la tête. Ça a l'air d'être une bonne idée. Elle a pris une gorgée de café. « Tu voudrais venir ?» Je l'ai regardée, cherchant un soupçon d'incertitude sur son visage, mais elle était posée. « Tu n'es pas obligé. Je ne demande rien de grand. Je sens juste que je veux partager cette partie de ma vie avec quelqu'un qui ne connaissait pas mon père, qui n'a pas le même bagage. » Il y avait tant d'honnêteté dans la façon dont elle l'a dit. Pas de mascarade, pas d'approche romantique cachée, juste une simple demande de présence. J'ai dit oui. Cet après-midi-là, nous sommes montés dans ma voiture et avons roulé vers le nord. Pas de grands projets, pas de bagages, juste 2 personnes en vêtements simples avec des yeux fatigués. La mer était grise quand nous sommes arrivés et le vent était vif, mais c'était agréable. Comme le genre d'air qui chasse le chagrin de vos poumons juste assez longtemps pour respirer à nouveau. Nous sommes restés 2 nuits. Nous avons marché sur la plage, mangé de mauvais sandwichs de station-service, dormi dans des chambres séparées dans un petit motel en bord de route avec des planchers qui grinçaient et des couvre-lits à fleurs. Nous n'avons pas beaucoup parlé de son père ni de son mari. Au lieu de cela, nous avons parlé de films, de l'enfance, de la première fois qu'elle a conduit une voiture, de la fois où je me suis fait virer de mon premier emploi parce que j'avais accidentellement expédié une caisse de bouteilles d'eau dans le mauvais département. Elle a ri, pas un rire fort, pas un rire forcé, mais un rire vrai. La 2e nuit, elle m'a tendu la lettre de son père. Elle a dit qu'elle était prête à la lire, mais ne voulait pas le faire seule. Alors, nous nous sommes assis sur le bord de son lit de motel et elle l'a ouverte. La lettre était courte. Une excuse sans détail, des regrets sans excuse. Juste, je ne savais pas comment être un père. Je t'aimais. Je ne savais juste pas comment te le montrer. Quand elle a eu fini, elle a soigneusement plié la lettre, l'a remise dans l'enveloppe et a posé sa tête sur mon épaule. Nous sommes restés ainsi longtemps. Quand nous sommes revenus dans le quartier, quelque chose avait changé entre nous. Pas d'une manière dramatique, digne d'un film, mais d'une manière subtile, ancrée. Il y avait maintenant de la confiance, de la vraie confiance. Pas seulement des cafés partagés ou des salutations fugaces. Elle m'a invité plus souvent, parfois juste pour s'asseoir sur la véranda, parfois pour le dîner. Je l'ai aidée à nettoyer le sous-sol. Elle m'a aidé à replanter certaines des herbes mourantes dans mon jardin. Un soir, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à réparer la clôture entre nos terrains. J'ai dit « Bien sûr ». Pendant que nous travaillions, elle a plaisanté. « C'est drôle qu'on répare une clôture dont on n'a plus besoin. » J'ai souri. « Oui, ai-je pensé. Je trouve ça drôle aussi. Nous ne sommes pas devenus un couple. Pas officiellement. Il n'y a pas eu de grands baisers, pas de déclaration d'amour, mais il y a eu quelque chose de mieux. Une camaraderie silencieuse, authentique. Des mois plus tard,
J'ai acheté une petite maison 2 rues plus loin. Elle m'a aidé à déménager. Nous nous voyons toujours tout le temps. Des dîners, des cafés, de longues promenades sans regarder nos téléphones. Les gens demandent parfois comment nous nous sommes rencontrés. Je me contente de dire qu'elle a été ma voisine pendant des années, mais que je ne l'ai vraiment connue que ce jour-là. Et je le pense, parce que c'est la vérité.